Mais il y a un problème quand même là-dedans. C'est qu'aujourd'hui, en 2013, il y a un pays dans le monde dont la situation peut être comparée à ce qu'était l'Afrique du Sud avant 1990. Ce pays, c'est Israël. Bah, ne nous mentons pas. L'apartheid, c'est-à-dire ce système de séparation des races, est un système qui donne évidemment tous les droits à une race et qui les enlève à une autre. Un système de colonisation, un système où une minorité venue de l'extérieur s'impose à une majorité autochtone. Ça, c'est Israël. D'ailleurs, Israël, comme nous le rappelait très bien Thierry Messon dans la dernière émission, a entretenu des liens très étroits avec le régime d'apartheid d'Afrique du Sud. Et c'est tout à fait logique, c'est tout à fait évident. Ce sont des régimes qui agissaient dans le même sens. Des régimes qui trouvaient les mêmes origines, dans leur essence profonde. Donc le lien en fait entre le sionisme tel qu'il est appliqué, tel qu'il est pratiqué, particulièrement en Israël, et donc la façon dont l'État d'Israël traite le peuple palestinien, il n'y a absolument aucune différence avec la façon dont la communauté blanche traitait la communauté noire en Afrique du Sud. C'est précisément d'ailleurs ce lien qui devait unir ce régime raciste d'apartheid et les dirigeants racistes de Tel Aviv. Oui, les dirigeants racistes. Parce que en Israël, ils s'exercent exactement le même apartheid qui s'exerçait en Afrique du Sud. Les Palestiniens n'ont pas les mêmes droits. Alors, on va me dire, oui, évidemment, il y a des Palestiniens qui ont la nationalité israélienne. C'est vrai. Il y a certains Palestiniens, alors il s'agit essentiellement des descendants des Palestiniens, alors ceux qu'on n'a pas pu chasser, et évidemment ceux qui ne sont pas partis, mais qui ont fait, comme on dit, contre fortune bon cœur, pour quand même rester et vivre dans ce pays qui s'appelle maintenant Israël, avec un passeport israélien, mais n'ayant pas tout à fait les mêmes droits afférents, en fait, à leur citoyenneté, puisque la citoyenneté israélienne n'est accordée pleinement et 100% qu'aux juifs, et certainement pas aux musulmans ou aux chrétiens. Parce qu'il faut le rappeler aussi, il y a énormément de chrétiens qui vivent en Israël et qui connaissent ce problème de discrimination de la même façon. Et donc, d'ailleurs, Mandela lui-même ne s'y était pas trompé. À nombreuses reprises, Mandela avait fustigé le régime israélien, avait effectivement pointé du doigt ce régime qu'il faut, selon lui, faire tomber. À l'époque de l'apartheid, il y avait des campagnes, donc des concerts, des campagnes politiques, etc. Énormes, mondiales, une pression internationale, comme on n'en a jamais connu sur un pays, pour abattre ce régime. Je rappelle que l'Afrique du Sud était exclue de toutes les compétitions sportives. L'Afrique du Sud ne pouvait pas participer ni aux Jeux Olympiques, ni au Mondial de foot, ni à aucune compétition sportive. Ils étaient absolument exclus. Et pour cause, le régime en lui-même est en désaccord avec les grandes chartes internationales, qui sont les chartes de ces grandes organisations sportives, qui, évidemment, excluent toute forme de discrimination de la part des États qui y participent. Or, si on constate bien, Israël n'a pas ce boycott, n'a pas cette pression internationale. Aucune pression de cet ordre n'est exercée contre Israël. Le seul qui a osé un petit peu se monter dans le point de vue sportif, c'est Michel Platini, lorsqu'il avait pris ses fonctions en tant que président de l'UEFA. Il avait évoqué ce problème. Il avait même annoncé que ce serait un de ses enjeux majeurs de son mandat, mais on voit bien qu'il s'est rétracté. Certainement devant la pression, devant évidemment, certainement les conseils qu'on lui a donnés de ne pas s'attaquer à Israël, que évidemment ça provoquerait sa perte. Parce que comme vous le savez, Israël participe au championnat européen de foot et à toutes les compétitions internationales. Il n'y a aucune forme de boycott
exercer sur Israël. Et Michel Platini, lorsqu'il envisageait d'exclure Israël de l'UEFA, c'était au nom de ce principe, justement, de discrimination qui n'est pas respecté par Israël. Alors tous ces gens qui sont en train de pleurer et de faire l'éloge de Mandela et de son combat, pourquoi ne se révoltent-ils pas contre un État qui aujourd'hui applique exactement la même politique qu'appliquait l'Afrique du Sud blanche et raciste? Voilà. Pourquoi tous ces gens gardent le silence? Pourquoi ces gens-là ne font pas la relation entre ce qui est en train de se passer en Palestine et ce qui se passait alors au Cap? Puisque ce qui se passe en Palestine, c'est exactement la même chose. La bande de Gaza, la Cisjordanie, c'est quoi? Mais ce sont les Bantoustans. Les Bantoustans, c'est clair. C'est-à-dire, on réunit ces gens-là, on les parque un peu entre eux, et qui se débrouillent. Et puis on les entoure de barbelés, si possible, avec une police féroce, et puis on les contrôle, on leur met une pression continuelle. Alors le régime d'Afrique du Sud, il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu parce qu'il y a eu une pression internationale. Une pression internationale, populaire, énorme. Moi, je me rappelle que à l'époque de l'Afrique du Sud, du régime d'apartheid, vous ne pouviez pas vous rendre dans un pays d'Afrique si vous aviez un visa de l'Afrique du Sud. On vous refusait systématiquement l'entrée dans tous les pays d'Afrique. Absolument logique. Alors pourquoi, lorsqu'on a un visa d'Israël, on vous accueille? Non, je pense qu'effectivement, il y a un vrai deux poids, deux mesures. Et peut-être que finalement, c'est vrai que les Sud-Africains n'avaient-ils pas les lobbies puissants pour exercer une pression, comme on l'exerce sur Israël, pour faire taire toute forme de débat. Et dès lors qu'il s'agit d'Israël, on va vous faire passer pour un antisémite, évidemment, c'est tellement facile. Hop, on vous met l'étiquette, c'est terminé. Voilà, vous êtes un antisémite, et le débat, et toute forme de débat est interrompue. Voilà, ça s'arrête là. On ne va pas plus loin, on ne cherche pas plus loin. Évidemment, ce taser idéologique, inventé par la doxa et la novlangue, permet effectivement de rompre toute forme de débat dès lors qu'il s'agit d'Israël. Parce que je ne sais pas, on entend partout des critiques de la Chine et on ne vous traite jamais de sinophobe. On entend partout les critiques de Poutine et de la Russie, on ne vous traite pas de russophobe, systématiquement. Par contre, il y a un seul État dans le monde qui bénéficie donc de ce doute, de cette espèce de privilège d'être absous de toute critique, sous couvert que vous pourrez être accusé de racisme. En l'occurrence, on l'appelle antisémitisme, parce qu'aussi on a inventé un terme. Parce que si les mots ont un sens, revenons au terme exact de antisémite. Les sémites, donc le peuple de Sem, il y a bien les Arabes qui font partie de ce peuple-là. Donc les Arabes sont des sémites. Donc comment pourraient-ils être antisémites étant sémites eux-mêmes? Ça, c'est la première question. Ensuite, la deuxième question, c'est que la majorité de cette population juive originaire d'Europe de l'Est ou de Russie n'a rien du tout de sémite. Il s'agit d'Ashkénazes. Donc il s'agit d'autres ethnies. Il s'agit de personnes qu'on le sait très bien, qui étaient dans ce fameux royaume des Khazars, qui a été anéanti par les Russes et les Ottomans, qui sont mis main dans la main. Et puis toutes ces populations juives ont formé les Ashkénazes à travers l'Europe de l'Est, puis vers le XIIe siècle, ils arrivent en Europe occidentale. Mais en aucun cas, il s'agit de sémites. Je suis désolé, il faut quand même remettre les choses en place. Donc déjà, c'est la deuxième aberration du terme. Donc maintenant, il faudrait un peu que nos dirigeants et toutes ces personnes-là qui se gaussent tout le temps, mais Mandela, c'est magnifique, ce combat, on n'oubliera pas. Mais le combat, il est également encore maintenant, il n'est pas terminé. Il y a encore en Palestine un régime d'apartheid, un régime qui fait de la discrimination, un régime qui emprisonne des enfants, un régime qui torture, au nom d'une politique, enfin d'une idéologie basée sur l'ethnie et la race. Il faut bien comprendre ça. On n'est pas, sans parler de ces femmes éthiopiennes qui sont stérilisées à leur entrée en Israël. Vous savez que les Éthiopiens, il y a ce qu'on appelle les félachats, qui sont en fait des juifs éthiopiens, certainement même
de très très anciens juifs, puisque quand on remonte aux origines même du livre, on ne peut pas oublier l'épisode entre la reine de Saba et Salomon, le roi des Juifs, et la reine de Saba, qui enceinte, on le sait, mettra au monde Ménélique, et qui deviendra la grande dynastie qui va régner sur l'Éthiopie. Donc les liens entre la judéité de l'Éthiopie ne sont certainement pas à remettre en question. Et effectivement, les Éthiopiens qui arrivent en nombre en Israël, beaucoup sont stérilisés. Voilà. Alors ils rendent des grands services parce qu'ils intègrent l'armée, et puis c'est très pratique. On aime beaucoup les mettre à l'image, on aime beaucoup les mettre en avant dans les fameux gardes-frontières, vous savez, ceux qui sont chargés de garder les frontières avec les Palestiniens. On aime beaucoup les mettre en avant, voilà. Mais par contre, leurs femmes sont stérilisées, parce qu'on veut garder ce qu'on appelle un Israël blanc. Alors autant dire que tous ces gens qui viennent nous faire la morale ici, ces Finkielkraut, ces PHL et compagnie, tous ce SOS racisme, tous ces... comment on appelle ça, cette espèce de pseudo-intelligentsia qui a imposé à la France donc le communautarisme au nom du respect de leur propre communauté, mais en écrasant toutes les autres. C'est en ça que ce système est dangereux, parce que le système du communautarisme, c'est un peu de placer les communautés comme sur une échelle, avec au top une certaine communauté, et puis en bas des autres. C'est ça le communautarisme c'est pas un communautarisme respectueux, où on va se respecter les uns les autres, et puis chacun aura une communauté avec des droits égaux, etc. Non, non, il ne s'agit pas de ça. On voit bien que le projet, c'est une communauté au-dessus, et puis une espèce de hiérarchie communautaire, et puis je vous laisse deviner qui est tout en dessous. Alors ces gens-là, il faudra un peu qu'ils réagissent sur ce qui se passe en Israël. Mais ils ne réagiront pas, on le sait très bien. Ce qui les fera réagir, c'est la pression populaire. Ce qui les fera réagir, c'est parce qu'on est de plus en plus nombreux à ne plus nous laisser berner, nous laisser embrigader dans le discours sans cesse qui vient nous expliquer que c'est la paix, que évidemment on cherche une solution démocratique. Ça fait 70 ans qu'ils cherchent une solution démocratique, ils sont incapables de créer un État palestinien, bien sûr, j'entends. Parce que quand il s'agissait de créer le Kosovo, alors là, on l'a créé vite fait, le Kosovo. Alors ça, il n'y a pas de problème. Le Kosovo, en 4-5 ans, c'était réglé, cette histoire. Ah bah oui, il y avait une base américaine quand même à installer. Par contre, la Palestine, il va falloir attendre. Il va falloir attendre longtemps. Ça, ça paraît évident. Alors voilà, ces gens qui s'extasient comme ça devant la mort de Mandela, eh ben, le combat de Mandela n'est pas terminé. Le combat contre la discrimination, et en particulier quand cette discrimination est institutionnalisée, quand cette discrimination est incarnée par tout un régime, tout un État, c'est pas tolérable. On devra absolument, absolument tous se révolter. Et c'est ce qui se passe, je le sais, chez beaucoup d'entre vous, c'est ce qui se passe dans la population, parce qu'on est de plus en plus nombreux à prendre conscience de cette situation. Et c'est là encore le décalage absolu entre la réalité populaire, la réalité du quotidien, la réalité qui est ancrée chez vous, chez nous, vous là qui nous regardez en ce moment derrière votre écran, et nos dirigeants, nos élites, ceux qui sont supposés guider le peuple, si on peut parler de guider. En tout cas, c'est eux qui occupent l'espace public. C'est eux qui possèdent les manettes dans leurs mains. Eh bien, ces gens-là, non. Ils n'ont pas du tout la même vision que vous ou moi. On est à des années-lumière. Pour eux, évidemment, Israël est une démocratie. Hollande, il est encore parti se coucher, il n'y a pas longtemps. On l'a vu encore, oui, oh là, nous expliquer, à l'époque c'était Sarkozy, Israël c'est un miracle, etc., etc., etc. Le seul qui avait fait du scandale, c'était Jacques Chirac. D'ailleurs, ça, il serait dans le rap game, je lui ferai une dédicace à Jacques Chirac, parce qu'au moins, c'est le seul qui s'est levé et qui a osé dire ce qu'il pensait, qui ne s'est pas laissé impressionner, qui ne s'est pas soumis. Voilà. Donc au moins, on a eu un président qui a tenté de faire quelque chose. En tout cas, ce qu'il a pu. Certainement, un petit accès, des remontées gaulliennes en lui, un peu comme pendant la guerre en Irak. Voilà. Mais sinon, les autres, non.
tout le monde s'est couché, et puis de plus en plus. La France est à genoux, j'ai envie de dire. En tout cas, je parle de nos gouvernants. À genoux. Bah, il suffit de voir hein, qui nous gouverne. Hein. Laurent Fabius. Mais pour qui joue-t-il, Laurent Fabius? Alors même que les États-Unis se retirent, enfin dire, de Syrie, alors même que les États-Unis, voilà, on va dire, font une reculade. La France, elle, non, elle refonce. Mais on joue pour qui? Parce que c'est les intérêts de la France d'aller envahir la Syrie. C'est qui vos patrons, monsieur Fabius? Vous jouez pour qui? Vous roulez pour qui? Il n'y a aucun intérêt national, et ça, vous n'arriverez pas à le faire croire, vous n'arriverez à le faire croire à personne. Il n'y a pas d'intérêt national pour que la France fasse une guerre à la Syrie. Ah, les intérêts nationaux, certainement, mais d'autres nations, mais pas la France. Pareil pour monsieur Valls. Hein, monsieur Valls, monsieur quand même. Monsieur, je suis lié éternellement à Israël. Hein. Ah bah, c'est super pour un ministre de la République. Ah oui, il est lié éternellement à une nation étrangère. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais pas trop confiance. Hein. Qu'est-ce qu'il dirait dans les autres pays si, je ne sais pas moi, le président enfin un ministre irakien disait mais moi je suis lié éternellement à la France. Ah bon? Ou aux États-Unis. Mais que penser de ça? C'est pour vous montrer le point vraiment presque d'avilissement et d'endormissement presque dans lequel le pays est pour qu'on puisse avoir un ministre qui pense ça. Alors je sais que ça se réveille. Ça se réveille parce qu'ils ont de plus en plus de mal justement à bouger. Mais on se dirige vers une opposition frontale. Ça paraît évident entre deux camps. Hein. Et ces deux camps finiront par inévitablement s'affronter. Il faudra bien que ça se solde, comme tout affrontement, par une victoire ou une défaite. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira.